J'ai été colleur à l'EISAM, l'école internationale des sciences avancées et du management, réputée pour ses filières scientifiques qui semblent s'inspirer du système des CPGE, notamment avec sa filière MP2I. J'ai donc énormément d'expérience à vous raconter au sujet de mon travail de colleur et qui a duré une journée. En fait, le ISAM, c'est une école du Cameroun. Le directeur m'avait contacté à la base parce qu'on était sur le même serveur Discord, il m'a proposé, j'ai dit oui, et au final, je me suis retiré juste après la première heure, juste avant de signer le contrat, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici. Et du coup, j'ai créé plein de sujets de colle qui, au final, ne m'ont pas servi. Alors, j'ai adoré faire ça, parce que ça m'a permis notamment de retravailler des démonstrations de prépa sur lesquelles j'étais un peu rouillé, et ça m'a permis aussi de réfléchir à des exercices assez sympathiques, je trouve. J'ai donc envie que ces sujets servent à quelque chose. C'est donc pour ça que je te propose d'en faire certains, les plus intéressants bien sûr, en vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cet exercice qui s'affiche juste en bas de l'écran. Soit F, une application de R dans R. On note, lorsque c'est bien défini, le degré de la fonction F, donc deg de F, qui sera donc défini comme la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de f de x sur ln de x. Évidemment, ce truc-là, ça appartient à R bar, c'est-à-dire R ou plus ou moins l'infini. Et donc, en discutant des conditions, montrer que cette notation peut être cohérente avec la définition usuelle que l'on donne du degré d'une fonction polynomiale. Alors c'est un exercice que j'ai donné dans mon onglet communauté il y a quelques jours. Bon, je vais être très honnête, au moment où on tourne cette vidéo, on est le 22 octobre et il est 21h59, donc en fait c'est dans une minute que je poste l'exercice dans mon onglet communauté. Donc là, au moment où je parle, pour l'instant, j'ai pas de réponse forcément. Mais c'est un exercice que je trouve très intéressant, d'une part parce qu'il est vraiment faisable en terminal, je pense, bon, pour un élève quand même qui est bien rodé, mais en tout cas il est faisable avec des outils de terminal. Après, en termes de méthodologie, ça est un peu plus complexe parce que ça demande quand même une certaine réflexion, une certaine, on va dire une certaine autonomie. Ça demande aussi un peu d'intuition, enfin, plein de raisons qui font que cet exercice est quand même vachement cool. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour la première fois, je ne suis pas tout seul, puisque je te présente mes élèves. Tout au long de la vidéo, ils interviendront pour faire des remarques, poser des questions, afin de créer un petit peu d'interactivité, et ça, c'est quand même génial. Allez-y, c'est parti! Bon, comment comprendre cet énoncé? Il est quand même assez vague, ça demande d'être autonome. Bon voilà, en plus on nous donne une définition avec lorsque c'est bien défini. Ah, remarque de médouilmatique, lorsque c'est bien défini. Eh ben voyons, ça sent la douille à plein nez, ça. Ouais, effectivement, je pense que si on cherche un petit peu, va y avoir des douilles, parce que va y avoir des fois où ça va pas être très bien défini, ce truc-là. Donc un premier travail va être de vérifier que ce qu'on nous demande est bien défini. Donc ça va être l'objet, en gros, de la discussion, hein. Quand on nous demande de discuter des conditions, ça va être ça, en gros. Et en deuxième, on va clairement répondre à ce que nous demande l'énoncé. Alors on nous demande de vérifier que cette définition est donc cohérente avec la définition du degré d'un polynôme, ou d'une fonction polynomiale. Alors attention, un polynôme, fonction polynomiale, c'est pas la même chose, j'ai déjà parlé de ça plein de fois, j'en ai fait même une vidéo sur les polynômes en physique notamment, que je t'invite à aller voir si cette distinction t'intéresse. Mais première chose à faire dans ces cas-là, il n'y a pas 30 000 solutions, il faut commencer par traiter des exemples pour voir comment ça se passe, pour voir finalement si on n'arrive pas à dégager quelque chose, à dégager par exemple une intuition. Eh bien c'est parti, prenons des exemples. Alors les exemples, on va pas les prendre non plus n'importe comment, d'une part parce qu'on a du ln au numérateur, mais en plus une valeur absolue. Donc ce qui serait bien pour que les choses se simplifient, c'est que d'une part, la fonction soit positive quand x tend vers plus l'infini, parce qu'on regarde la limite pour x qui tend vers plus l'infini. Donc là, par exemple, c'est le cas, la fonction qui a x donne x, la fonction identité, elle est bien positive quand x tend vers plus l'infini. Et ce qui serait bien en plus, c'est que ça simplifie avec le ln d'une part au dénominateur, et qu'en plus, à la limite, on puisse utiliser les propriétés du ln pour faire des simplifications. Mais bon, déjà, sur ce premier exemple, ça va être vraiment très simple, d'accord? Ici, ça va être la limite pour x qui tend vers plus l'infini, je ne fais que réécrire la définition, de donc ln de valeur absolue, donc de f de x, c'est-à-dire x, hop, sur ln de x. Sauf que valeur absolue de x, c'est pareil que x, puisqu'on regarde quand x tend vers plus l'infini, donc pour des x positifs. ln de x sur ln de x, ça fait toujours 1, c'est une fonction constante. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction constante égale à 1, c'est évidemment 1. Donc ce truc-là, ça vaut 1. Donc le degré de la fonction identité, c'est 1. Bon, alors peut-être que tout de suite t'arrives à voir pourquoi ça fait 1, peut-être que pour l'instant c'est pas encore très clair, c'est pas grave, on va traiter d'autres exemples.
allez, dans les fonctions positives quand x tend vers plus l'infini et qui vont permettre de faire des simplifications avec le ln, on a par exemple la fonction inverse. Ça, à nouveau, je le sors pas de nulle part, c'est que la fonction inverse, ln de 1 sur x, ça fait moins ln de x, ça tu le sais. Donc ça va nous permettre de simplifier des choses. Et du coup, c'est parti, ça nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini, puis on réécrit. Donc de ln de valeur absolue de 1 sur x sur ln de x. Bon, on a compris que les valeurs absolues ici ne servaient à rien, puisqu'on regarde uniquement des valeurs positives. Ln de 1 sur x, ça fait moins ln de x, donc ça, on peut l'écrire moins ln de x sur ln de x. Ln de x sur ln de x, ça fait 1, on a un moins devant, on a une fonction constante toujours, donc ça fait moins 1. Bon, et là, je pense que ça y est, tu commences à comprendre, d'accord? Le degré de la fonction inverse, ça fait moins 1. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux. Alors, ce qui peut te sauter aux yeux, c'est que, en fait, 1 sur x, c'est rien d'autre que x puissance moins 1, ok? Donc le degré de x puissance moins 1, c'est logique que ça fasse moins 1. Et là, en fait, c'était pareil tout à l'heure, il y a juste un puissance 1 qui se cache. Degré de x puissance 1, ça fait 1. Ça paraît aussi logique. Alors, ce que je te propose, c'est d'arrêter de traiter des cas comme ça, on va dire très particuliers. On va traiter un cas beaucoup plus général, ça va être celui de x puissance alpha, où alpha est un nombre réel quelconque. Alors, attention, un gros warning avec ce que je fais déjà avec la fonction précédente et ce que je fais aussi avec x puissance alpha. Normalement, dans l'énoncé, on a une application de R dans R. Donc une application, c'est censé chaque élément de R doit avoir une image par la fonction. À 1 sur x, ça marche pas, puisque 1 sur 0, ça n'existe pas, d'accord? On est dans R étoile. Et bon, de toute façon, on regarde pour x qui tend vers plus l'infini, donc on peut se restreindre à un intervalle de la forme a plus l'infini, et où a est un nombre arbitrairement grand. Donc bon, ce que je fais là, ce n'est pas un souci, on pourrait très bien prolonger nos fonctions en donnant des valeurs, par exemple une valeur nulle, hein, pour les endroits où la fonction ne serait pas définie, par exemple. Par exemple ici, si alpha est égal à 1,5, bah tu sais très bien que pour des nombres négatifs, ça va pas marcher, hein. Par exemple, moins 1 puissance 1,5, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans les réels. Donc là, c'est un argument que je donne à l'oral, mais quitte à prolonger les fonctions en donnant des valeurs nulles aux endroits où les fonctions ne seraient pas définies, on peut admettre ces choses-là. Et donc allons-y pour le degré de la fonction qui à x associe x puissance alpha. On a donc au numérateur ln de valeur absolue de x puissance alpha. Alors à nouveau, les valeurs absolues ne servent à rien, puisque quel que soit le nombre réel alpha, bah, quand x va tendre vers plus l'infini, x puissance alpha va être de toute façon positif, donc les valeurs absolues, on peut les enlever. Propriété du logarithme népérien, ln de x puissance alpha, c'est alpha ln de x, ça normalement tu le sais. Et là, les ln de x se simplifient, il nous reste juste alpha, et c'est gagné, on a alpha. Donc le degré de la fonction qui à x associe x puissance alpha, c'est alpha. Donc là, tout de suite, pof, petite lumière qui s'allume dans la tête, c'est totalement logique. En fait, on a un cas particulier ici de monôme, d'accord? Un monôme, c'est un polynôme. Donc en fait, on répond déjà à une petite partie de l'énoncé, on répond déjà à un cas particulier de l'énoncé. Pour les fonctions monomiales, ça paraît déjà cohérent. Bon, on est content avec ces exemples, mais il y a deux choses qui me chiffonnent, c'est que d'une part, normalement, le degré, on a vu que ça se prenait dans R bar, donc dans R union plus ou moins l'infini. Et pour l'instant, on n'a que des cas finis, d'accord? 1 moins 1 alpha, qui est un nombre réel, c'est que des cas finis. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait pas trouver un exemple avec un cas infini, un degré infini? Et deuxièmement, on nous dit que cette définition fonctionne lorsque c'est bien défini. Donc est-ce qu'on pourrait pas trouver un cas de fonction où le degré ne serait pas défini? Alors pour trouver un cas de fonction dont le degré serait égal à plus l'infini, par exemple, bon, bah dans l'idée, il faudrait donc une fonction qui croît très vite au numérateur, hein, pour évidemment que le ln de x au dénominateur ne puisse pas compenser. Bon, on cherche une fonction qui croît très vite, allez, la fonction exponentielle. Alors, j'ai pas dit que ça marchait, hein, c'est juste une idée. Bon, donc on va tester, c'est parti. Pour l'instant, j'ai simplement réécrit la définition bêtement. On regarde ce qui se passe. Ln d'exponentielle de x au numérateur, bah ça simplifie, d'accord? Ln et exponentielle sont réciproques l'une de l'autre, donc au numérateur, il nous reste juste x. On obtient la limite de x sur ln de x, et ça maintenant, ça fait quoi? Ah, réponse de Mayday. On applique le théorème des croissances comparées et le tour est joué. Alors regardons, est-ce que ça s'applique ici, le théorème des croissances comparées? Eh ben oui, parfaitement. X sur ln de x pour x qui tend vers plus l'infini, ça c'est dans le théorème des croissances comparées, on sait que ça fait plus l'infini. Et ça peut très bien se démontrer, hein, à l'aide de changements de variables notamment. J'ai déjà fait la démonstration du théorème des croissances comparées sur ma chaîne, à travers en fait la convention de 0 puissance 0 qui est égale à 1. Je t'invite à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Super, c'est gagné. On a trouvé donc une fonction dont le degré serait plus l'infini.
Bon, on pourrait trouver aussi dont le degré serait moins l'infini, pour ça c'est pas très compliqué, il suffit de mettre moins x en exposant. Ici on aurait donc moins x, et donc voilà, moins x sur ln de x, ça tendrait vers moins l'infini. Maintenant, une fonction dont le degré ne serait pas défini. Alors là ça devient un peu plus compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Il suffit déjà de trouver une fonction qui n'admet pas de limite en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on connaît comme fonction qui n'admet pas de limite en plus l'infini? Bon, on en connaît plein. Moi j'ai envie de donner par exemple une fonction périodique, par exemple le cosinus. Le cosinus, voilà, ça fait des vagues tout le temps, il n'y a pas de limite en plus l'infini. Comment on pourrait se servir de cette information, donc du cosinus, pour l'intégrer ici à un exemple? Bah, il faut se rendre compte qu'au numérateur, on a toujours un ln qui apparaît. Donc pour faire apparaître le cosinus au numérateur, eh bien il faudrait déjà le composer avec une exponentielle, parce que le ln et l'exponentielle vont se simplifier. Mais ça ne suffirait pas parce qu'on aurait toujours une division par ln de x, donc ça tendrait toujours vers 0. Ce qu'il faudrait, c'est donc en exposant de l'exponentielle, donc du coup, en plus d'avoir un cosinus, il faudrait un autre ln, le ln de x, qui viendrait donc se simplifier avec le ln de x du dénominateur, une fois qu'on aura supprimé le ln et l'exponentielle, parce que les deux fonctions sont réciproques. Bon, c'est pas forcément très clair à l'oral, mais allons-y à l'écrit. Bon voilà, moi ce que je te propose, c'est cette fonction, l'exponentielle de ln de x fois cosinus x. Alors je réécris, j'ai pas mis les valeurs absolues parce qu'on a compris que c'était toujours positif. Le ln et l'exponentielle vont se simplifier, il va nous rester seulement le ln de x fois cosinus x, ici en exposant. On a donc ln de x cosinus x sur ln de x, les ln de x se simplifient, il nous reste cosinus x. On a donc la limite de cosinus x pour x qui tend vers plus l'infini. Et là, ah, Burke, il y a une alerte qui se met en place dans ta tête, normalement. Ce truc-là, on ne peut pas l'écrire, ça n'existe pas, ce truc-là n'est pas défini, donc on raye en rouge avec un feutre rouge qui ne marche pas. Donc tout ce que j'ai écrit là, Burke, c'est n'importe quoi, on enlève, faut surtout dégager ça de notre vue. Et donc voilà, c'était ça la douille dont parlait Médouillmatique tout à l'heure. Bon, c'est bien d'avoir traité quelques exemples, mais ça ne suffit pas, il va falloir maintenant rentrer un peu dans le dur. L'idée serait déjà d'abord de définir une fonction polynomiale, parce que l'énoncé nous demande de traiter le cas de fonction polynomiale. Et ensuite, on va essayer de traduire donc ce que nous demande l'énoncé, parce que pour l'instant, l'énoncé il est écrit en français, il n'est pas écrit en langage mathématique, et nous ici on fait des mathématiques, et pas du français. On introduit la fonction f, soit f une fonction polynomiale. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Ça veut dire que par définition, il existe un n entier naturel et une famille de lambda k, j'aurais pu appeler ça autrement, mais là ça va être les lambda k, pour k qui varie entre 0 et n, donc une famille de n plus 1 nombres réels, tel que f, c'est la fonction qui à x associe la somme, pour k qui va de 0 à n, des lambda k, x puissance k. C'est ça, une fonction polynomiale. Ensuite, il y a quelque chose que l'on n'a pas du tout traité pour l'instant dans l'énoncé, c'est la définition usuelle du degré d'une fonction polynomiale. Alors on comprend très bien ce que ça veut dire, par exemple pour un polynôme, le degré d'un polynôme c'est la plus grande puissance de x. Pour une fonction polynomiale, bon bah c'est la même chose, c'est la plus grande puissance de x qui apparaît. Alors ici ça serait quoi? Ça serait n. Eh, il y a une petite subtilité, parce qu'en fait on n'a pas dit que les lambda k devaient être non nuls. Et oui, par exemple on pourrait avoir lambda n et lambda n-1, qui seraient tous les deux égaux à 0. Et on pourrait avoir lambda n-2 qui serait égal à 5, par exemple. Dans ce cas-là, le degré de notre fonction polynomiale, ça serait plus n, ça serait n-2, parce que, évidemment, le 0 est absorbant, donc il absorberait le x puissance n et le x puissance n-1. La plus grande puissance de x qui resterait, ça serait donc le x puissance n-2. Donc en réalité, le degré d'une fonction polynomiale, c'est pas, en fait, le n qui apparaît là, c'est, en fait, le plus grand k tel que lambda k est non nul. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose, on peut supposer par exemple que lambda n est non nul, donc on peut supposer sans perte de généralité, ça on peut le dire, que n va être la borne supérieure de l'ensemble des cas entiers naturels, tels que lambda k est différent de 0. Ah, question de mismatique, pourquoi une borne sup et pas un maximum? Eh, c'est vrai, très bonne question, très bonne remarque. On a mis une borne sup ici et pas un maximum, alors que pourtant, le maximum semble être atteint dans l'ensemble. On a un nombre fini de lambda k non nul, puisque des lambda k, on en a n plus 1. n plus 1, c'est un nombre fini, donc a priori, il n'y aurait pas de problème à mettre un maximum. Mais attention, pour avoir un maximum dans un ensemble, encore faut-il qu'il y ait des éléments dans cet ensemble. Qu'est-ce qui nous dit que cet ensemble ne serait pas vide? Et oui, si tous les lambda k sont nuls,
eh ben, on a l'ensemble vide. Donc le maximum de l'ensemble vide, ce truc-là, c'est pas défini. Et en fait, par convention, on n'aurait que la borne sup de l'ensemble vide, en revanche, ça existe, c'est égal en fait à moins l'infini. Cette convention, elle est très pratique et en fait, elle s'explique assez simplement parce que moins l'infini, c'est l'élément neutre de la borne sup. C'est-à-dire que la borne sup entre moins l'infini et x, bah, c'est toujours x parce que x est forcément plus grand que moins l'infini. Et donc maintenant qu'on a bien défini le degré d'une fonction polynomiale comme on l'entend au sens usuel et qu'on a bien écrit la convention de la borne sup de l'ensemble vide qui est égale à moins l'infini, on va traduire maintenant l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous demande? En fait, on nous demande simplement de montrer que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de f de x sur ln de x, ce truc-là, c'est égal à ça, la borne sup de cet ensemble, c'est donc égal à n. Voilà donc ce qu'on nous demande, on doit prouver ce truc-là. Allez, c'est parti, maintenant qu'on a bien compris l'énoncé, on se lance dans la démonstration, et je vais commencer par traiter un cas particulier. En fait, je viens d'en parler juste avant avec la borne sup de l'ensemble vide. Ce cas particulier, c'est donc lorsque cet ensemble, l'ensemble des cas entiers naturels tels que lambda k est différent de 0, ce truc-là, c'est l'ensemble vide. Si c'est l'ensemble vide, ça veut dire que aucun lambda k vérifie la propriété d'être non nul. Donc tous les lambda k sont nuls. Et donc si tous les lambda k sont nuls, bah la fonction c'est la fonction nulle. Est-ce que c'est une fonction polynomiale? Ben oui, ça ne contredit rien dans la définition qu'on a donnée d'une fonction polynomiale. Donc il faut traiter ce cas malgré tout. C'est un cas un peu particulier, mais il faut le traiter. Encore faut-il se poser la question, est-ce que ça pose vraiment problème ce cas? Eh bien on recopie la définition, donc le degré de la fonction nulle, c'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de f de x sur ln de x, sauf que f c'est la fonction nulle, donc constante égale à 0, donc ce truc-là, f de x, ça vaut tout le temps 0. On peut donc remplacer f de x par 0. On a donc ln de valeur absolue de 0, 0 est positif, donc on peut enlever les valeurs absolues, ça fait juste ln de 0. Et maintenant, ln de 0, ça fait combien? Ah, Méléfraude a peut-être la réponse. ln de 0, ça fait moins l'infini, tout le monde sait ça? Je suis sûr que si t'as déjà dit ça à ton prof de maths, il a dû se fâcher tout rouge. ln de 0 égale moins l'infini, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, en tout cas qu'on n'aime pas entendre au lycée. Et alors, bizarrement, moi je fais partie des gens que ça ne choque pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ça dépend de la définition qu'on donne du logarithme népérien. Il y a plein de définitions possibles, on peut voir ça comme la fonction réciproque de l'exponentielle, on peut voir ça comme une histoire de morphisme dans des groupes, on peut voir ça aussi par le biais d'équations différentielles, par le biais d'équations fonctionnelles, il y a plein de façons de le voir, mais pour moi la meilleure façon de définir le logarithme népérien, c'est en passant par les intégrales. Et en passant par les intégrales, eh ben tu vas le voir, tout fonctionne très bien. ln de 0, ça serait l'intégrale par définition du logarithme népérien en intégrale, ça normalement tu l'as déjà vu. L'intégrale entre 1 et donc la borne ici ça serait 0. La fonction ln c'est une primitive de quelle fonction? Bah de la fonction inverse, donc entre 1 et 0 de 1 sur donc t, on va mettre un dt. Je vais l'écrire dt sur t, c'est plus classe. Bon, là, les bornes sont pas dans le bon sens. On peut juste inverser les bornes en rajoutant un moins, hein, c'est pas très gênant. Et là, on se retrouve avec une intégrale entre 0 et 1 de dt sur t. Sauf que ce qui est gênant ici, c'est que, bon, soit on passe par une primitive, et donc on calcule ça, sauf qu'on tournerait un peu en rond, parce qu'on referait apparaître du ln de 0, c'est pas ce qu'on veut. Soit donc on essaie de calculer l'aire sous la courbe de cette fonction-là, mais en fait, la fonction inverse n'est pas définie en 0, donc ça n'aurait pas de sens, en fait, de regarder ce qui se passe en 0, soit on fait ce que l'on appelle des intégrales impropres. Une intégrale impropre, c'est une intégrale non pas sur un segment, comme on a l'habitude de le faire, mais une intégrale sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert, et ça revient en fait à faire un simple calcul de limite. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que l'on fait très couramment en mathématiques. Et donc, comment calculer ce truc-là? Bah, c'est simplement donc moins, n'oublie pas le moins, la limite pour x qui tend vers 0, alors 0 plus, puisque la fonction ln n'est définie que pour les positifs, de l'intégrale entre x et 1 de dt sur t. Et là, cette fois-ci, on peut faire apparaître du ln, parce que le x ici est non nul, d'accord? Il tend vers 0, mais à x fixé, le x est non nul. En passant par une primitive de la fonction inverse, on obtient donc moins limite de ln de 1 moins ln de x. ln de 1, ça fait 0. On obtient la limite pour x qui tend vers 0 plus de ln de x, et ça, tu le sais, c'est bien évidemment égal à moins l'infini. Voilà, donc en passant par la définition intégrale du logarithme népérien et en passant par un calcul d'intégrale impropre, qui revient donc à un calcul de limite, on obtient que ln de 0 peut très bien se définir comme étant égal à moins l'infini, ça pose aucun souci. En revenant à notre calcul qu'on avait donc avant, hein, ln de 0 c'est donc moins l'infini, sauf que moins l'infini au numérateur d'une fraction, bon bah peu importe par quoi on divise du moment que ce truc est fini, ln de x est fini,
l'infini, ça tend vers plus l'infini, mais ln de x à x fixé, c'est fini. Donc c'est une fonction constante qui est toujours égale à moins l'infini. La limite d'une fonction constante, c'est cette constante, et donc la constante, ça serait moins l'infini. Donc le degré de la fonction nulle, c'est moins l'infini. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait tout à l'heure que la borne sub de l'ensemble vide, c'était par convention moins l'infini. Bon, par convention plus ou moins, parce que moins l'infini, c'est l'élément neutre de la borne sup. Et donc, c'est cohérent. On a prouvé la cohérence ici entre la définition, on va dire la définition ici algébrique du degré du polynôme nul, avec la définition analytique, en passant par une limite, du degré de la fonction polynomiale nulle. Le premier cas particulier a donc été traité. Allez, maintenant, on va essayer de traiter le cas général. On va déjà voir si c'est possible. Bon, déjà, l'énoncé nous donne une limite lorsque c'est bien défini. Donc, avant d'introduire la limite, il faut déjà voir si la fonction qu'on obtient admet une limite. C'est pour ça que l'objet lim, je vais l'introduire à la fin uniquement. Et donc on va étudier à x fixé ce truc-là, ln de valeur absolue de f de x sur ln de x. Sauf que là, on va avoir un très gros problème, c'est, regarde, je vais écrire f de x sous la forme d'une somme. Le problème, il est là, c'est qu'on a ce truc-là, ln de valeur absolue d'une somme. Et ça, tout de suite, on ne peut rien faire. ln d'une valeur absolue d'une somme, déjà ln d'une somme tout court, on peut rien faire. À la limite, la valeur absolue d'une somme, on pourrait utiliser des sortes d'inégalités triangulaires, mais franchement, ça servirait pas à grand chose. Donc là, vraiment, on est dans une impasse. Le ln ne s'utilise pas avec une somme. ln d'une somme, c'est mort. En revanche, le ln s'utilise très bien avec un produit. ln d'un produit, c'est super parce qu'on peut le transformer ensuite en une somme. ln d'un produit, c'est la somme des ln. Est-ce qu'on pourrait pas transformer notre fonction polynomiale en un produit? Est-ce qu'on pourrait donc pas factoriser notre fonction polynomiale, factorisation d'un polynôme? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce truc-là? Eh bien oui, totalement, bien sûr que c'est ça l'idée, il faudrait factoriser notre polynôme. Seulement voilà, est-ce que tous les polynômes sont factorisables? Bah, a priori, tu sais très bien que non. Du moins, ils ne le sont pas dans R. X carré plus 1, comment tu le factorises? Bon, bah, tu cherches ses racines c'est quoi? Bah, tu sais très bien que si tu utilises les nombres complexes, ça donne i et moins i. Donc ce truc-là, c'est x plus i facteur de x moins i. Les racines ne sont pas réelles, donc ce polynôme-là n'est pas factorisable dans R. On dit en fait qu'il n'est pas scindé dans R, si tu veux un terme un peu plus scientifique. C'est pourquoi, à nouveau, on ne va pas pouvoir traiter tout de suite le cas général. On va d'abord devoir passer par le cas particulier d'un polynôme scindé dans R, c'est-à-dire un polynôme à racines réelles. Bon, si on suppose que notre polynôme est donc factorisable dans R, ça veut dire qu'il va exister donc un A dans R étoile et une famille de racines, donc les RK, il y en a n des racines, hein, évidemment, ça tu le sais, tel que notre fonction f va être la fonction qui a x associée, donc a fois, ça évidemment c'est le coefficient dominant, le produit pour k de 1 à n des x moins rk. Bon, le coefficient dominant est forcément non nul, d'accord, parce que le cas évidemment du polynôme nul, on l'a déjà traité avant, et c'est un cas très particulier. Techniquement, le polynôme nul n'a même pas de coefficient dominant. Et ensuite, vu que maintenant on veut travailler avec cette fraction-là, ce qu'on va prendre, c'est un x fixé, mais un x qui va être donc strictement positif. Et oui, parce qu'au dénominateur, on évalue donc ln de x, donc pour que ce soit bien défini, il faut que le x soit strictement positif. J'ai donc réécrit notre fraction qu'on a l'habitude de voir maintenant. J'ai remplacé f de x donc par sa nouvelle définition sous la forme d'un produit. On obtient donc au numérateur ln de valeur absolue de ce truc-là. Et donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on se rappelle que on a transformé notre polynôme sous la forme d'un produit, parce que c'est pratique hein, de manipuler un produit avec le logarithme. Ah, remarque de tu peux m'aider, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, non? Ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ici qu'on a le logarithme d'un produit? Ben non, parce qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est la valeur absolue. Et ça change tout. Bon, j'exagère, quand je dis que ça change tout, ça change pas grand-chose. Et pourquoi? Tout simplement parce que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc cette valeur absolue, on peut très bien la mettre autour du A, autour du grand produit, puis même on pourra le mettre autour ici des petits produits. Voilà, maintenant je suis d'accord, on a bien le logarithme d'un produit au numérateur qu'on va pouvoir écrire sous la forme d'une somme. Ça y est, j'ai transformé le produit en somme, bon j'en ai profité pour séparer les fractions notamment. Je rappelle l'objectif, hein, le but est de montrer que ce truc-là, ça tend donc vers n quand x tend vers plus l'infini. Mais surtout, il faut déjà vérifier que la limite est bien définie. Bon, alors
ce truc-là, ça va être bien défini, pas de problème, d'accord? Mais ensuite, ce truc-là, bon, bah, pour l'instant, on n'est pas sûr, on sait pas trop ce qu'on doit faire. Et ben, en fait, je vais même te dire, le problème qu'on a, c'est que là, on a une forme indéterminée. Et oui, quand x tend vers plus l'infini, ce truc-là tend vers plus l'infini, ce truc-là aussi, on a donc une forme indéterminée de la forme infini sur infini. Il faut donc lever la forme indéterminée. Comment faire? Eh ben, à nouveau, c'est la même méthode que tout à l'heure. On avait une somme qu'on a transformée en produit pour pouvoir manipuler le logarithme plus facilement. Bah, là, c'est pareil, hein, on a une somme, enfin, c'est une différence, mais une différence, c'est comme si c'était une somme. Il faudrait transformer cette somme en produit. Il faut donc factoriser ce qu'on a ici entre les valeurs absolues. Alors, factoriser par quoi? Bah, par exemple, par x. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, bah, on va essayer. Hein. ln de, donc, valeur absolue de x fois... Alors, si on factorise, ça donne 1 moins RK sur X. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, parce que X est non nul, d'accord? On l'a pris dans R plus étoile. On referme la valeur absolue, et hop, sur ln de X. Comme tout à l'heure, la valeur absolue se distribue dans le produit, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. On se retrouve donc avec le logarithme d'un produit, qu'on peut transformer en somme. Et voilà, maintenant on a de jolies sommes dans tous les sens. On regarde ce qui se passe, hein, si on peut simplifier des choses. Bah oui, on peut, là, ici par exemple, valeur absolue de x c'est x, puisque x est strictement positif. ln de x sur ln de x, ça va faire 1. On a donc la somme des 1. Il y en a combien des 1? Bah, il y en a n. Donc ce truc-là, ce terme-là, ça va être n. Et ce truc-là, bon, bah, a priori, on peut pas tellement y toucher. Mais par contre, on a levé l'indéterminé. Et ça, c'est super important, et on peut le vérifier tout de suite. Quand x tend vers plus l'infini, donc au dénominateur, on a un truc qui tend vers plus l'infini, rk, c'est une constante, hein, c'est un réel. Donc la fraction ici va tendre vers 0, donc 1 moins un truc qui tend vers 0, ça va tendre vers 1 moins 0, donc vers 1. ln de 1, c'est 0, donc le numérateur tend vers 0, et au dénominateur, on a un truc qui tend vers plus l'infini, et là, c'est pas du tout une forme indéterminée, on a un truc de la forme 0 sur plus l'infini, et ça, bon, bah, c'est clairement 0. Quand on va passer à la limite, on aura donc une somme de 0, hein, 0 plus 0, ça fait la tête à Toto, on a 0 plus 0 plus 0 plus 0, etc., n fois. Donc quand on va passer à la limite, ce truc-là va être égal à 0, et c'est génial, parce que c'est ce qu'on voulait. Donc finalement, si on passe à la limite, ce truc-là, ça tend vers quoi? Bon, bah, on a une constante ln de valeur absolue de a au numérateur, mais un truc qui tend vers plus l'infini au dénominateur. Donc la fraction ici va tendre vers 0. Ici, on a une constante additive, donc plus n, on le réécrit. Et ce truc-là, quand on passe à la limite, on a prouvé que c'était égal à 0. Donc 0 plus n plus 0, c'est égal à n. C'est gagné. Sauf que, attention, est-ce qu'on a vraiment répondu totalement à l'énoncé? Ben, pas vraiment, parce qu'on a supposé quand même quelque chose, c'est qu'on pouvait écrire la fonction f sous la forme d'un produit avec des RK réels. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas forcément toujours le cas, d'accord, parce que les polynômes ne sont pas tous scindés sur R, il y a des polynômes qui ne sont pas factorisables sur R, j'ai donné un exemple tout à l'heure, avec x carré plus 1. Il faudrait donc travailler avec les complexes pour pouvoir répondre complètement à l'énoncé. Les fonctions seraient toujours des fonctions réelles, ça serait toujours des polynômes réels, des fonctions polynomiales réelles. C'est simplement les racines de ces polynômes qui seraient des nombres complexes, hein. C'est simplement l'écriture factorisée du polynôme qui ferait intervenir des nombres complexes. Et alors, comment faire? Est-ce que t'as des idées? Ah, on a Fraudulomatique qui propose quelque chose. On peut écrire ln de 1 moins x sous la forme d'un développement en série entière. Ok, c'est vrai, je suis d'accord. Simplement, faire attention, développement en série entière, ça marche sous un certain rayon de convergence. Et pour le coup, le développement de ln de 1 moins x, ça marche pour un rayon de convergence de 1. Où est-ce que ça serait utile de faire un développement en série entière pour ln de 1 moins x? Bah ça serait a priori ici, d'accord? ln de valeur absolue de 1 moins rk sur x. Le problème, c'est que ce truc-là n'est pas forcément dans l'intervalle moins 1, 1. En fait, pour que ce soit le cas, il faudrait que x soit strictement plus grand que tous les rk. Alors pour que ça marche, on peut effectivement changer l'hypothèse ici, on va pas prendre x dans R plus étoile, on va prendre x strictement plus grand que le maximum des RK pour k entier naturel. Mais bon, déjà, première remarque, on n'est pas sûr que ce maximum est bien défini, parce qu'il faudrait encore que les RK existent. Si notre polynôme est constant non nul, par exemple le polynôme constant égal à 1, bah il n'y a pas de RK, il n'y a pas de racine. Bon, un moyen de contrer ça, c'est de rajouter par exemple le singleton 1, on fait union 1 pour qu'il y ait au moins voilà, un RK. Ça ne change rien vu qu'on travaille avec plus l'infini, on travaille avec x qui tend vers plus l'infini, donc on peut prendre x aussi grand qu'on veut, ça change rien. Mais il y a un truc qui ne va toujours pas, c'est que là on a dit cette fois-ci que les RK pouvaient être complexes, sauf que le maximum d'un ensemble de nombres complexes, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut faire par contre, c'est prendre ici un module, du coup ça serait plus une valeur absolue, ça serait un module. Et donc là, ça y est, on a quelque chose qui peut tenir la route effectivement avec la proposition un peu fraudulesque de Fraudulomatique.
logique. On travaille avec un x strictement plus grand que le maximum des modules des RK union 1 pour contrer le problème des polynômes constants. On s'amuse à faire un développement en série entière de ce truc-là, hein, en jouant évidemment sur le module. Bon, alors, très honnêtement, je sais même pas si ça va marcher, je sais même pas si c'est vraiment utile en fait de faire un truc comme ça, c'est vraiment se compliquer la vie pour rien. Donc cette proposition très fraudulesque, on ne va pas aller plus loin dessus. On a cependant une proposition de m'amédée. On peut introduire le logarithme complexe. Ouais, c'est une proposition un peu exotique honnêtement, parce que le logarithme complexe, à nouveau, c'est quelque chose qu'on n'introduit pas au lycée, qu'on n'introduit même pas en fait en classe préparatoire, même pas en L1, L2, L3. Mais c'est vrai que le logarithme, en fait, il peut très bien s'étendre au nombre complexe sans trop de soucis. En fait, on peut définir ln de z comme ln du module de z plus i fois argument de z. Le problème de cette définition, c'est qu'elle n'est pas forcément universelle. En fait, on pourrait très bien faire un modulo 2pi, c'est-à-dire pas forcément l'argument principal, mais l'argument plus 2pi. On pourrait faire aussi moins 8pi, par exemple, si on voulait. Bref, on pourrait le définir un peu de plein de façons différentes, et ça ferait du coup qu'on n'aurait plus vraiment d'égalité. Avec le logarithme complexe, on serait tout le temps avec des congruences modulo, alors du coup modulo i de pi. Et donc c'est vraiment une catastrophe à manipuler, donc on ne va pas le faire non plus. Non, alors du coup, les propositions de développement en série entière et les propositions ici de travailler avec un logarithme complexe sont intéressantes, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et alors peut-être que tu l'as remarqué derrière ton écran, peut-être que tu t'affoles depuis quelques minutes, depuis que tu entends ces propositions complètement burlesques, parce que tu as constaté qu'à aucun moment, on calcule un logarithme de nombres complexes. Et oui, parce que là où tout à l'heure, quand je faisais la démonstration avec des réels, je parlais à chaque fois de valeur absolue, valeur absolue, valeur absolue, valeur absolue, ok, génial. Mais pour les complexes, bah, c'est pas la valeur absolue, c'est le module, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Le module renvoie un nombre réel positif, et donc on peut très bien calculer ln du module de quelque chose. Donc tout ce qu'on fait depuis 2-3 minutes, là, ça ne sert à rien, d'accord? Développement en série entière, logarithme complexe, ça ne sert à rien, vu qu'on ne travaille qu'avec des réels. Et donc la démonstration reste exactement la même, c'est-à-dire que quand on va passer à la limite, certes, les RK seront éventuellement des nombres complexes, mais RK sur X pour X qui tend vers plus l'infini, ça tend toujours vers 0, même si RK est complexe. Et donc 1 moins 0, ça fera toujours 1. Module de 1, cette fois-ci, ça fera toujours 1. ln de 1, ça fait toujours 0. Bref, tu le vois, ici, qu'on travaille avec des réels, des complexes, des valeurs absolues ou des modules, ça ne change strictement rien à la démonstration, et au final, on tombe exactement sur le même résultat. On peut donc, pour être plus général, remplacer simplement ici le grand R ici par un grand C. On peut enlever cette remarque sur le logarithme complexe. On peut à la limite laisser ici le i strictement plus grand que le maximum de ce truc-là, ça fait pas de mal, même si ça sert à rien. On a carrément fini de répondre à la question, puisqu'on a prouvé que pour n'importe quelle fonction polynomiale, même à racine complexe, la définition du degré donnée dans l'énoncé est la même que la définition usuelle que l'on donne du degré d'une fonction polynomiale. Ah, une question de Médémaria. Quelle horreur cet exercice, c'était long et laborieux, il n'y avait franchement pas plus simple comme résolution? Eh bien justement, je tourne cette voix off après le tournage de la vidéo, puisque j'ai publié l'exercice dans mon onglet communauté. Et alors franchement, pour être honnête, j'ai été agréablement surpris. L'exercice semble vous avoir plu, il y a eu beaucoup de réactions, et alors parmi les réponses, pas mal de propositions de résolution, alors évidemment majoritairement des idées, des grandes lignes, parce que pour rédiger des maths en commentaire YouTube, c'est assez catastrophique. Certains me parlent d'équivalent, le but est de montrer qu'une fonction polynomiale est équivalente en plus l'infini à son terme de plus haut degré, et c'est vrai, ça se fait assez bien comme ça, après encore faut-il introduire ce qu'est une équivalence, et c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément en terminale. On m'a aussi parlé de la résolution avec des petits taux, qui est une notation introduite par le mathématicien Landau, et la proposition qui m'a le plus plu, c'est celle de Magical Cloud, qui consiste non pas à factoriser complètement le polynôme, mais simplement à le factoriser par x puissance n. Et alors ça marche plutôt bien, je te mets d'ailleurs une partie de la correction de l'exercice actuellement à l'écran. Ouf, et voilà, j'espère que cet exercice t'a plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le concevoir, je suis un peu déçu du coup de pas avoir pu le donner vraiment. J'ai quand même donné en fait une partie de cet exercice en cours particulier. Si ça t'intéresse d'ailleurs de prendre des cours particuliers avec moi, n'hésite pas, il y a mon lien super prof dans la description si tu veux avoir quelques détails sur mon parcours, la façon dont fonctionnent les cours, sur mes tarifs également. J'en donne en présentiel et en visio. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like,
un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, tu peux acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique, j'ai d'ailleurs créé plein de nouveaux designs ces 2 dernières semaines, et tu peux aussi rejoindre mon Tipeee pour avoir accès à plein d'avantages exclusifs, comme avoir accès en avance à mon programme de tournage, recevoir des rôles spécifiques sur mon serveur Discord, des cours gratuits. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!